peut-il y avoir développement durable si l'homme avec grand axe n'est pas l'acteur fondamental et le moteur principal dans ce processus de développement? Sans avoir peur de se tromper, on répondrait par la négative. Et là-dessus, bon nombre d'études sont formelles. Il faut investir dans l'homme. Mais comment? Plusieurs approches sont proposées, parmi lesquelles les luttes contre certains fléaux qui gangrènent la jeunesse, comme c'est le cas avec les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Et cela, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, CRIGED, en a fait son cheval de bataille. Ainsi donc, ce centre multiplie ses actions sur le terrain. D'action en action, on se retrouve sur ce magnifique plateau de Focus ONG pour justement en parler. Parler de cette question, mais avant tout, faire d'abord connaissance avec le centre. Comment ce centre appréhende la question? Qui sont les acteurs avec qui le centre travaille? Voici autant de questions que nous aborderons dans cet autre numéro de Focus ONG. Bienvenue donc à toutes et à tous et merci de l'amitié que vous nous faites en nous recevant chez vous via le multiplex TNT du Burkina Faso, mais aussi au numéro 254 du bouquet Canal+. Et pour aborder la question, on a avec nous sur ce plateau Dr Milogo Sorgo Marie-Claire. Vous êtes la présidente du conseil d'administration du CRIGED. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, Dr Sangaré Compaoré Nestorine. Vous êtes la directrice exécutive du CRIGED. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Sur ce plateau également, nous avons Madame Tombiano Ketura. Vous êtes chargée de programme au CRIGED, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis aussi, Monsieur Oubda Abdoul Samad, il est le président du club Abstinence des élèves engagés pour une sexualité responsable du lycée provincial de Bassi de Zingaré. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Merci. Et aussi deux invités venus accompagner cette émission. Madame Yigo Maria, vous êtes également membre du CRIGED. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous, Monsieur Caboret Olivier, conseiller en développement local. Merci aussi d'être avec nous. Alors tout de suite, on va faire de plus amples connaissances. C'est une question de pédagogie. Comment est-ce qu'on peut présenter le CRIGED? Comment on présente ce centre? Docteur, allez-y. Le CRIGED, comme vous le dites, c'est le centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Okay. Nous travaillons pour le développement équitable au niveau du Burkina Faso. Et qui dit développement équitable dit aussi un droit équitable pour les hommes et pour les femmes. D'accord. Voilà. Donc vous existez, ça fait combien d'années déjà? Plus d'une dizaine d'années que nous existons. On va échanger à bâton rompu, hein, la parole à qui veut le prendre. Et puis... 2006. Depuis 2006. Voilà, donc on est dans la 16e année. 16e année déjà. Ça fait beaucoup et au cours de 16 années de lutte et de combat sur les questions de développement, des victoires vous en avez sans doute engrangées. C'est vrai que pour en citer le temps d'une émission, c'est pas toujours évident, mais quelles sont ces victoires-là qui restent les plus marquantes pour vous? Nous avons fait beaucoup en 16 ans, effectivement, et notre plus grande action sur ces 16 années, c'est justement la lutte contre les grossesses non désirées. Et nous avons depuis 2011 un projet, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que nous travaillons dans les établissements scolaires du Burkina. Nous avons pu toucher près de 24 établissements avec une approche différente, qui est de promouvoir l'abstinence en milieu scolaire. Et quand nous parlons d'abstinence, c'est que nous nous adressons à des enfants qui sont en âge d'être scolarisés. Donc nous avons vraiment tout au long de ces années travaillé à maintenir l'utilité de l'abstinence comme moyen de préservation des enfants contre les grossesses non désirées. Nous avons travaillé sur les questions de participation politique des femmes, également sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous menons également des activités actuellement sur la gouvernance locale dans le secteur des mines et de la sécurité. Donc ce sont des projets sur lesquels nous travaillons tout en continuant de faire la promotion du leadership féminin. D'accord. Certainement que c'est un combat qui ne se mène pas seul. Est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez et qui sont-ils généralement? Ok, merci.
Nous avons eu la chance d'être accompagnés par l'ambassade du Canada depuis 2011 pour les questions de santé sexuelle et reproductive. Puis ensuite, l'ONG suédoise Diakonia qui nous a accompagnés jusqu'en 2020. Et nous avons aussi Oxfam qui nous accompagne sur les questions de la participation politique des femmes. Et l'Union européenne qui nous accompagne en consortium avec 2 autres structures, ATAD et RAG, pour la bonne gouvernance dans les domaines des mines et sécurité. Donc, voici nos partenaires. Nous avons aussi les parents d'élèves qui sont nos partenaires aussi. Nous avons le MENA PLN qui nous accompagne surtout dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Donc, voilà un peu. Et puis, les médias aussi qui sont nos partenaires. D'ailleurs, c'est pourquoi on s'y retrouve pour ce rendez-vous-là. Vous êtes docteur en sociologie, également docteur en sociologie. Je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais je vais dire aussi, dans tout combat qu'on désire mener, il y a d'abord un diagnostic qu'on fait sur le terrain. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux, n'est-ce pas, en ce qui concerne les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire? Bon, je peux dire que nous avons enregistré depuis un certain nombre d'années un accroissement du nombre de filles qui sont enceintes, en grossesse, et qu'on appelle, on désigne sous le nom de grossesse non désirée. Voilà, donc, compte tenu de cet état de fait, nous avons entrepris donc de mener des activités de sensibilisation dans les établissements pour pouvoir, un temps soit peu, et diminuer le nombre de grossesses non désirées en milieu scolaire. D'accord. Docteur Sangaré, la PCA l'a dit, malgré les efforts qu'on fait en préparant cette émission, on voit que les chiffres vont croissant, c'est-à-dire malgré tous les efforts qu'on fait sur le terrain, ça grandit toujours. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cela? Il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs parce que la société change. Notre société est une société ouverte et qui subit l'influence des valeurs externes. Et parmi ces valeurs externes, vous constaterez que les jeunes sont actuellement très orientés vers le divertissement et un divertissement sexualisé. Que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit même les sorties, quand on parle de chilling, de show piscine entre jeunes comme divertissement, il va sans dire que c'est des moments de tentation dans lesquels ils se mettent. Et on constate également que la sexualité aujourd'hui, une sexualité transactionnelle qu'on dit. Maintenant, dans les rapports entre les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons, les rapports amoureux qui sont des sentiments normaux ou les sentiments amoureux, comment construire ces relations-là? Il y a toujours maintenant une intermédiation de l'argent, les cadeaux, et les garçons, on les entend dire qu'il n'y a rien sans rien. Et facilement, donc, on se rend compte que ça expose beaucoup de jeunes filles. Sans compter qu'il y en a aussi qui prennent l'option vraiment de se vendre pour avoir des choses. Elles aspirent à un niveau de vie auquel leurs parents n'ont pas les moyens de leur permettre. Elles aspirent à manger la pizza, shawarma, crème glacée, des choses comme ça. C'est toujours en tout cas les aliments. Et ça expose beaucoup de jeunes filles. Mais au-delà de ça, il y a l'influence des médias, les réseaux sociaux. Les enfants ont accès, sont exposés à des images sexualisées à travers les films, à travers tout ce que on peut trouver en tout cas sur les réseaux sociaux, qui les exposent vraiment à des phénomènes, au risque de grossesse non désirée. Bon, mais en toile de fond, il y a la sexualité précoce. De plus en plus, on voit des enfants qui se lancent dans la sexualité sans rien comprendre. Et on a aussi le fait que l'éducation sexuelle en la matière et l'encadrement juridique même du comportement sexuel des enfants, ça n'existe pas encore dans notre société. Donc, c'est grosso modo des explications, mais on pourrait en tout cas en creusant en trouver bien d'autres pour situer
l'état des lieux, quoi. D'accord. Là, nous sommes en milieu scolaire parce qu'on parle de ces grossesses en milieu scolaire, mais aussi on dit que le besoin aussi va avec un divertissement. Tout à l'heure, le docteur a fait cas du divertissement. Est-ce qu'on serait donc arrivé à dire à nos enfants, c'est pas la peine de se divertir, c'est pas la peine de prendre part à ces parties de piscine comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? On peut se divertir, mais le centre ne doit pas être le sexe. D'accord. Voilà. Surtout que, avec les activités que nous avons menées, on se rend compte que même au primaire, les filles s'adonnent à ces parties de plaisir. D'accord. Et nous pensons que c'est pour ça que nous parlons de grossesse précoce. Parce que, comme elle le disait, il faut quand même que le corps même de la femme soit prêt pour accueillir et les rapports et un enfant s'il y a lieu. D'accord. Voilà, parce que si l'enfant est très jeune, la fille est très jeune, elle va prendre une grossesse, c'est pas évident pour son développement futur et même pour le développement de l'enfant. D'accord. On leur dit pas de pas s'amuser, mais il faut pas prendre le sexe comme un jouet. Et moi je pense que il y a d'autres. Il y a d'autres divertissements. On peut trouver et justement, on reste toujours dans le milieu scolaire. Oui. C'est pas moi qui le dis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. De plus en plus, ceux-là qui sont le plus souvent chargés d'éduquer les enfants se mettent dans la danse, des enseignants ou des responsables administratifs, des rapports sexuels avec des moins âgés. Et puis à la fin, on a ce type de grossesse-là. Quel est le regard du CRIGED par rapport à cela, Madame Tombiano? Ok. Nous apprécions vraiment à sa juste valeur le code pénal qui a inscrit des lignes par rapport à des sanctions pour des enseignants, parce que quand un adulte exerce de l'autorité sur l'enfant et qu'il profite de cette autorité pour pouvoir abuser de l'enfant, on parle de harcèlement, on parle des violences sexuelles. Voilà, ça rentre dans le cas des violences sexuelles, même si l'adulte va dire que l'élève est consentant. Quand on tient compte de l'âge et on tient compte de l'autorité que l'adulte a sur l'enfant, on classe ça dans les violences sexuelles qui sont faites aux enfants. Et donc, nous apprécions vraiment à sa juste valeur, mais nous trouvons que le travail n'est pas fini parce que la sexualité entre jeunes n'est pas encadrée. Voilà. Dans une situation où deux jeunes s'enceintent, qui prend la charge? Il y a beaucoup de questions où la loi n'encadre pas encore totalement pour que vraiment la sexualité des jeunes soit encadrée juridiquement. Donc, le premier pas avec les enseignants, c'est bien, mais il faut continuer à réfléchir et même inscrire même des lignes claires. Par exemple, dans le processus de la révision du code de la personne, du code des personnes et de la famille, par exemple, il faut bien statuer sur l'âge, par exemple, légal pour le mariage pour la fille, l'âge pour le garçon, parce que de plus en plus, les filles qui tombent enceintes, les parents les chassent et elles rejoignent les auteurs de grossesse. Et cela amène du coup un mariage précoce. Alors que les grossesses et les mariages précoces sont des thématiques sur lesquelles l'État investit beaucoup de moyens avec ses partenaires pour lutter contre. Donc, une question de grossesse ne doit pas forcément amener une question de mariage précoce. Et tout cela, la loi doit veiller à cela pour que vraiment ce soit encadré. Mais déjà, le premier pas qui est fait avec les enseignants, c'est déjà très bien. Je vais compléter. Allez-y. Que nous, notre travail, justement, c'est de lutter pour que les filles qui arrivent à l'école, qui arrivent à atteindre le post-primaire et le secondaire, c'est parmi les meilleures. Parce que celles qui n'arrivent pas à dépasser le primaire ressortent. Mais quand une fille arrive déjà au post-primaire et au secondaire, ou même à l'université, c'est parmi les meilleures. Et quand elles vont se retrouver enceintes, parce qu'il y a eu violence sexuelle de la part d'un enseignant ou entre camarades de classe, comme elle l'a dit, la loi ne prévoit pas encore quand un enfant enceinte un autre enfant, qui prend la charge. Est-ce que ce sont les parents du garçon ou ce sont les parents de la fille? Et les deux familles ont tendance à rejeter la responsabilité. Mais ceux-là qui incitent les enfants à passer à l'acte en disant c'est leur liberté, c'est la jeunesse, c'est leur droit, eux on ne les voit pas. Donc il faut constituer les responsabilités afin que légalement, le corps des personnes et de la famille, puisque de plus en plus, à partir de 10 ans, il y a des enfants qui sont sexuellement actifs. Et qu'on trouve même des enfants de 9 ans enceintes ici au Burkina. Donc il faut qu'on puisse légiférer en disant, quand ça arrive,
Est-ce qu'on appelle ça du mariage? Non, parce que l'âge légal au mariage, c'est l'âge de la majorité. Bon, on a travaillé pour qu'on élève l'âge au mariage de la fille au même niveau que le garçon. Si on peut atteindre, garçon c'est 20 ans, fille c'était 17 ans. Si on peut atteindre les 18 ans. Mais si les enfants commencent à 10 ans, de 10 à 18 ans, ils sont sexuellement actifs, on appelle ça quoi? Et les enfants aujourd'hui pensent qu'ils ont le droit d'avoir un copain. À partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans, ils pensent qu'ils peuvent, dès qu'elles commencent à être dans la puberté, elles pensent qu'elles doivent avoir des copains. Ce n'est pas prévu dans la loi burkinabé, le statut de copain-copine. D'accord. Et les conséquences qui en découlent. Donc, si copain-copine devient un statut socialement accepté, les conséquences qui en découlent doivent être encadrées pour constituer les responsabilités. Qui doit porter les conséquences s'il y a une grossesse parce que les jeunes sortent ensemble pour se divertir? Là, on est d'accord, hein, c'est pour un certain âge dont vous faites cas, parce que quand c'est majeur, et là, ça peut peut-être passer. Et justement aussi, on parle des grossesses précoces, donc grossesses non désirées. Ça va aussi avec la santé reproductive de nos adolescents. Mais parfois, c'est un sujet qui, avouons-le, est tabou déjà dans la cellule familiale. Et au niveau du CRIGED, comment on fait pour inciter ce débat enfants, parents, au niveau de la cellule familiale? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, le CRIGED a prévu depuis bientôt les camps. D'accord. Les camps éducatifs pour les jeunes filles. Et au cours de ces 2 semaines, ils reçoivent des informations relatives à la santé sexuelle. Ils reçoivent des informations en psychologie et des témoignages de grandes personnes. En tout cas, on leur donne le maximum d'informations possibles comme des guidelines pour pouvoir les orienter, les guider, pour que, en tout cas, elles prennent vraiment en charge leur sexualité. Je sais que au cours des camps, il y a des témoignages qui sont faits. On fait même venir des personnes ressources, qui s'entretiennent avec ces filles et ces garçons aussi, parce que le camp, c'est pas seulement pour les filles, c'est aussi pour les garçons. Il faut éduquer aussi bien les garçons que les filles. Et c'est ce que nous faisons. Et pendant les vacances, cette année, le camp aura lieu à Bobo-Dioulasso. Donc, on va revenir avec plus de précisions en fin d'émission pour que ceux qui veulent y prendre part puissent avoir toutes les informations nécessaires pour y prendre part. Je reste toujours sur la question, c'est pas que j'insiste, hein, mais je vais dire c'est une cible aussi qui peut influencer la cible principale, notamment nos ados, donc les parents toujours. Parfois on a cette volonté de vouloir en parler avec nos enfants, mais c'est pas toujours du donner. Parce que nous avons été éduqués ainsi, on ne nous a pas parlé de la sexualité, donc à notre tour, on a du mal à parler de la sexualité à nos enfants. Mais parler de la sexualité, on peut très bien le faire sans tomber dans la vulgarité. Voilà, il faut aborder les questions avec les enfants d'une manière très simple. Par exemple, quand nous voulons parler de l'abstinence aux enfants, nous amenons les enfants eux-mêmes à positionner les avantages et les inconvénients, par exemple, de l'abstinence et à tirer les conclusions. Là, on n'a pas à beaucoup parler parce que les enfants eux-mêmes arrivent à voir vraiment ce qui se cache derrière l'abstinence. Et nous les amenons à exprimer leur non-consentement. Quand un jeune n'est pas d'accord pour avoir des rapports sexuels, par exemple, comment exprimer son non-consentement sans pour autant aboutir à un viol? Parce que quand on force la main, c'est un viol. Donc, on amène les jeunes à exprimer leur non-consentement. Et nous parlons aussi des questions centrales comme l'impact des réseaux sociaux sur la sexualité des jeunes. Voilà, un jeune qui tient un téléphone avec une connexion Internet, ça peut amener beaucoup de problèmes. Et là, les parents ne sont pas à côté pour gérer. Ce sont des thématiques simples que nous abordons avec les enfants sans pour autant tomber dans la vulgarité. Parce que les gens pensent que l'éducation sexuelle, c'est comment montrer aux jeunes d'aller au rapport sexuel. Ce n'est pas vraiment ça. Ce sont des compétences de vie courante que nous donnons aux enfants pour qu'ils puissent mieux réussir leur vie scolaire et leur vie sociale aussi. Parce qu'un jeune qui arrive à maîtriser sa sexualité pendant l'adolescence sera un bon adulte demain.
Parce que voilà, la maîtrise de soi va de là aussi, va des questions de la sexualité aussi. Et quand nous voyons qu'en milieu professionnel, on parle de l'harcèlement en milieu professionnel et autres, ce sont les conséquences aussi des comportements de l'adolescence. Et donc nous commençons très tôt et nous forgeons vraiment un mental à ces enfants. Nous leur donnons des compétences de vie courante. Et comme la PCA le disait, nous ne faisons pas ce travail seulement avec les enfants, mais les parents sont associés. Voilà, dans la démarche et à travers les camps, nous créons des groupes WhatsApp où les questions qui sont débattues à l'instant par les enfants, nous mettons aussi ces questions dans le groupe WhatsApp des parents. Voilà, ça les amène eux aussi à se poser des questions, à se remettre en cause. Donc c'est déjà les premiers pas qu'ils font. Et quand l'enfant revient à la maison, ils se sentent un peu à l'aise maintenant de parler de ça avec l'enfant et tout. Et il y a quelque chose de très important que nous faisons pendant nos camps. Il y a le plan de vie. D'accord. Nous amenons chaque campeur, chaque campeuse à établir un plan de vie sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans et même 25 ans. Qu'est-ce que tu veux devenir sur tous les plans? Sur le plan spirituel, sur le plan scolaire, sur le plan social et tout. Et l'enfant définit ses objectifs de vie. Et là, maintenant, c'est au tour des parents de prendre ce plan de vie-là et accompagner l'enfant en le rappelant quand l'enfant quitte le droit chemin. Ah, tu as promis de faire ça. Est-ce que tu ne vas pas faire ça et tout? Voilà. Donc, vraiment, parler de la sexualité, on peut le faire très bien. Sans pour autant vraiment divaguer. Et justement, dans ce que vous dites, c'est là où ça devient intéressant. Je reste convaincu que la suite de nos échanges va tourner autour de cela. On en parle, mais il y a le message qu'on donne. Et vous, au CRIGET, vous êtes convaincu que l'abstinence reste pas la meilleure, mais l'une des meilleures solutions. Ce que je veux dire, docteur, à l'heure actuelle du numérique, est-il possible de parler d'abstinence? Il est possible de parler d'abstinence. Et il est urgent de parler d'abstinence parce que les contenus médiatiques sont conçus par des gens. Et si nous voulons aujourd'hui inverser la tendance et amener les enfants à adopter une attitude de maîtrise de soi, de patience, c'est à nous de développer les messages qui vont. Parce que sinon, les enfants sont actuellement poussés vers l'activité sexuelle à travers les contenus qui leur sont proposés. Si donc les contenus sont actuellement pro-activité sexuelle des jeunes, nous sommes en mesure, si nous le voulons, de proposer des contenus. Et sur ce plan-là, nous avons vraiment fait, par exemple, ça c'est un document que nous avons conçu sur les arguments. Un jeune qui ne veut pas être actif sexuellement, quels sont les arguments quand ses camarades se moquent de lui parce qu'il est puceau ou parce qu'elle est vierge, parce qu'ils subissent des moqueries? Quels sont les arguments qu'il doit pouvoir avancer quand les autres sont en train de l'inciter à passer à l'acte contre son gré? Donc tous ces arguments-là, si on ne donne pas ces arguments aux enfants, on ne peut pas les aider. Et nous pensons également que, de manière consciente, la société qui nous a éduqués en nous apprenant à nous abstenir, les adultes aujourd'hui doivent, à un moment donné, se dire que c'est leur responsabilité de dire aux enfants aujourd'hui encore de s'abstenir au lieu de dire les enfants ne veulent pas. Un enfant, c'est un enfant. Ils veulent pas. Avant, ils ne voulaient pas, mais on leur a dit non, tu dois t'abstenir, patiente, c'est pas le bon moment. Un moment viendra où tu auras toute la liberté, mais patiente. C'est un accompagnement. Mais si on n'accompagne pas les enfants, on renonce à accompagner les enfants dans cet effort de maîtrise de soi et qu'on leur dit non, tu peux pas te retenir, donc prends les préservatifs. Ils peuvent les utiliser 1 ou 2 fois en passant. Le nombre de grossesses augmente. C'est un indicateur de l'échec de la protection à quelque part. Parce que dans les études sur la protection, il est démontré qu'il y en a qui utilisent mal les moyens qui sont mis à leur disposition. Il est démontré qu'il y a des filles qui se retrouvent en situation de rapport sexuel où le partenaire refuse de mettre une protection. Il y a surtout ces situations où, après avoir utilisé les 2 ou 3 préservatifs qu'il peut acheter grâce à l'argent de son goûter, et s'il est engagé dans une vie sexuelle active, il va passer à l'acte sans protection maintenant. Et qui sera là pour l'aider? C'est pas ceux qui lui disent que non, tu peux te protéger. Parce que l'idée qu'on peut se protéger enlève toute capacité maintenant de se maîtriser.
Le jour où il ne peut pas se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut se maîtriser? Est-ce qu'il est dans une situation maintenant de dire non, comme je n'ai pas de quoi me protéger, je vais m'abstenir? Non. Or, l'abstinence, si on ne l'apprend pas quand on est jeune, on ne peut pas l'appliquer quand on est adulte dans la vie conjugale. Quand un homme devient marié et qu'il n'a pas appris l'abstinence en étant adolescent, ce n'est pas quand il sera avec sa femme maintenant qu'il va l'apprendre. Il va trouver d'autres arguments. Donc, ça veut dire que c'est un apprentissage pour la vie et pas seulement avant d'être marié. D'accord. Justement, moi, je vais rester avec vous, Madame Yigo. Vous souriez beaucoup. Vous êtes conseillère en développement local. Est-ce que les variables s'y prêtent, vous qui êtes chargée, vous qui êtes conseillère en développement, est-ce qu'aujourd'hui, les variables s'y prêtent à ce qu'on puisse parler d'abstinence et que ça puisse marcher? Merci. Et moi, je pense, bien sûr, qu'on peut parler d'abstinence et que si le message est bien donné, comme le dit docteur et Madame Tombiano, et beaucoup peuvent s'abstenir parce que je suis très jeune. D'accord. Et j'ai connu, je ne peux pas dire des promotionnaires, mais j'ai fréquenté des cercles d'amis qui ont fait ce choix et qui sont aujourd'hui dans le mariage, qui sont très heureux et heureuses. Il faut dire, il y a des hommes et il y a des filles aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas parler d'abstinence. Je ne vois pas pourquoi. D'accord. Justement, passez le micro à M. Kaboré. Monsieur Kaboré, sur le terrain aussi, est-ce que parfois, on ne se dit pas, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal? Donc, au lieu de parler abstinence, on préconise l'utilisation de contraceptifs, par exemple. Oh, merci bien pour la parole. Mais bon, je pense que, et c'est comme ce que ma collègue vient de le dire, bon, il faut choisir le moindre. Bon, là, je ne pense pas que ça peut s'appliquer à ce niveau. Je pense seulement que la meilleure des choses, c'est l'abstinence. Et rien que l'abstinence. Parce que comme l'a dit docteur Nestorine, vraiment il y a des conséquences. Souvent on pratique, on utilise mal en fait les méthodes proposées et ça devient autre chose. Et donc on va rester pour le moment sur l'abstinence que nous faisons confiance et on espère qu'on va avoir un monde meilleur avec ce concept d'abstinence là. Un concept qui, du reste, on peut l'affirmer, marche, d'autant plus que dans les lycées, on trouve des clubs d'élèves qui militent en faveur de l'abstinence des élèves. C'est le cas avec Monsieur Ouda Abdul Samad. Vous êtes le président du club Abstinence des élèves engagés pour une sexualité responsable du lycée provincial de Bassi de Zignaré. Vous y croyez, vous, à l'abstinence? Oui, je crois à l'abstinence parce que l'abstinence est la meilleure solution. Si vous prenez, les méthodes prises, genre, si vous voulez rentrer ensemble, vous devrez utiliser des préservatifs. Vous ne savez pas, les préservatifs peuvent périmer. D'accord. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que ça est, les préservatifs sont dans des sachets. Vous ne pouvez pas savoir si c'est périmé ou pas. Mais moi, je trouve que l'abstinence est la meilleure solution. D'accord. Et vous avez beaucoup d'adeptes au niveau de votre école, de votre établissement. Vous êtes nombreux à adhérer à ce club-là? Oui. Et quels sont les arguments que vous mettez en avant? Parce que peut-être que plus d'un qui nous suivent aussi veulent emboîter le pas. Mais parfois, quels sont les arguments que vous mettez en avant pour amener vos camarades vers vous à ce que vous puissiez pratiquer tous l'abstinence? Quand on parle dans les classes, et premièrement, on parle de l'abstinence. Si vous parlez de l'abstinence, ils vont poser la question à savoir qu'est-ce que l'abstinence. Vous allez donner la signification de l'abstinence. Et si vous prononcez le mot sexuel, ils vont commencer à se moquer. D'accord. Entre eux-mêmes. Et là, il y aura un bavard et toi-même, tu n'auras plus de temps même pour parler. D'accord. Tu n'auras plus le courage pour parler parce que d'autres seront là pour parler des préservatifs, d'autres seront là pour parler des injures bizarres même. D'accord. Que toi-même, tu n'as même plus le courage de parler. Parfois, on ne supporte pas. Donc, des frustrations. Et le regard de ces personnes qui ne sont pas forcément des adeptes de l'abstinence, parfois, ça vous cause problème?
quand vous êtes dans la cour de l'école qui ont dit ce monsieur fait partie du club des élèves qui militent en faveur de l'abstinence, est-ce que parfois vous ne vous sentez pas démodé? Bon, il y a d'autres qui parlent en tout cas. Parce que c'est vous gâtez, vous tournez dans le lycée, vous gâtez notre plan, tout ça. Mais bon, nous on lutte seulement pour qu'il y ait de l'abstinence en milieu scolaire. D'accord. Voilà. Parce que moi je trouve que l'abstinence est la meilleure solution. D'accord. Pour tout un élève. Ouais. Docteur, moi je reviens encore vers vous. J'insiste encore une fois de plus sur ma question. On veut parler d'abstinence avec son enfant. C'est parfois facile quand on a certaines pratiques comme, je parle sous votre contrôle, sociologue, quand on est religieux ou quand on a certaines valeurs qu'on partage en famille, ça passe. Mais quand on n'est ni l'un ni l'autre, comment on fait pour parler d'abstinence à un enfant qui, comme l'a dit le docteur, est matraqué par des médias sociaux comme des médias classiques? Bon, là, c'est l'échelle des valeurs au niveau du social qu'on va utiliser. Bon, on ne va pas dire qu'on est rétro, mais en tout cas, on insiste parce que même en milieu, vous avez parlé du milieu religieux, je sais que même en milieu religieux, il y a des groupes, il y a des associations qui sont formées pour l'abstinence aussi. Des jeunes qui sont là et qui ont opté pour l'abstinence jusqu'au mariage. Je sais qu'au niveau de l'Église catholique, on a des groupes de jeunes qui sont formés pour ça. C'est pas seulement au CRIGED. Nous estimons que l'abstinence, c'est une valeur qu'on veut partager. Bon. Parce que vous avez dit qu'il y a les réseaux sociaux qui matraquent. C'est pas seulement ça, mais nous voyons les conséquences. C'est surtout les conséquences. Quand nous allons dans les lycées, nous voyons des filles qui sont premières de classe. Et à cause d'un Fanta, parce que la fille... Merci pour la publicité. À cause d'une sucrerie à la récréation ou d'un pain bro, voilà, on se livre avec un mécanicien parce qu'il a réparé sa moto, ou bien avec un autre élève, et puis après, on se retrouve dans des problèmes. On ne peut plus continuer l'école parce que les parents n'ont pas toujours les moyens pour s'occuper aussi bien de la grossesse et de l'enfant. Bon, vous voyez que c'est compte tenu de tout cela que nous pensons qu'il faut continuer à demander aux jeunes de s'abstenir. Voilà. Vous l'avez dit, hein, c'est une variable économique et c'est pas à négliger, c'est à prendre véritablement en compte parce que ça influe beaucoup. La responsabilité quelque part aussi, est-ce que c'est pas au niveau des parents? Parce que c'est vrai, si je peux ne pas avoir grand-chose, mais je peux ne pas être séduit par cette bouteille de sucrerie dont vous faites cas, parce que j'ai reçu une certaine éducation à la maison. Oui, justement, bon, c'est comme j'ai dit, hein, et les parents éduquent, l'école éduque, il y a la rue aussi qui éduque. Voilà. Donc, les valeurs ne manquent pas toujours forcément des familles. Voilà. La famille peut avoir des valeurs rigoureuses et tout, mais l'enfant, comme on dit, c'est pas seulement votre enfant. Il appartient aussi à la société. Est-ce que c'est une variable qui est d'actualité aujourd'hui? Bien sûr. Ben, ça a toujours été d'actualité. Hein. Le social est toujours là. On ne garde pas un enfant pour soi. Voilà. Dans le même sens. Il parle aujourd'hui des nouvelles tribus. L'enfant ne se définit pas par rapport à son groupe ethnique d'origine. C'est le petit groupe d'amis maintenant qui devient sa référence. Ouais. Et c'est les valeurs du groupe d'amis que l'enfant va adopter. Pas les valeurs de ses parents, pas les valeurs de son ethnie, ni de son village, mais on a des tribus urbaines. Et ces tribus-là, ils choisissent qu'est-ce que dans leur groupe, leur code de conduite. Et si ces codes de conduite-là, il y a des pratiques qui ne sont pas correctes sur le plan sexuel, pour faire partie du groupe, chaque maman doit faire comme ça. Et la variable économique, vous me permettez d'en parler. Allez-y. L'abstinence coûte cher dans les finances publiques que la promotion des méthodes contraceptives. Moi, j'ai vu qu'en septembre, il y a eu un atelier à Abidjan où les partenaires techniques et financiers qui financent, subventionnent actuellement les moyens contraceptifs
sont en train de réfléchir sur comment les États vont devenir autonomes dans la prise en charge des besoins en moyens contraceptifs de leur population. D'accord. Mais imaginez, si il y a de plus en plus, même les tout petits enfants qui doivent avoir des moyens contraceptifs gratuitement, peu importe ce qu'on dit par rapport à notre politique en matière de gratuité, si on dit que les moyens contraceptifs sont gratuits, et puis il y a une dépendance, toute la résistance sociale au comportement devient abandonnée. Et même maintenant on dit, vous n'avez qu'à payer. Les États vont être obligés de puiser dans leur budget pour payer les moyens contraceptifs subventionnés afin que chacun puisse continuer d'acheter ça à 100 francs ou c'est à 200 francs, je ne sais pas. Donc, vous voyez qu'il y a une économie politique de la sexualité qui va nous être imposée dans quelques années parce qu'on aurait abandonné au niveau des plus jeunes l'éducation à l'abstinence qui ne coûte rien et on leur aurait inculqué la croyance qu'ils peuvent se protéger, mais pour se protéger, il faut acheter les moyens de protection et l'État doit maintenant payer pour que chaque citoyen puisse se protéger. Et ça va coûter plus cher même que se soigner dans la santé parce que les besoins sexuels, c'est pas comme la maladie. Quelqu'un peut passer 10 ans sans avoir besoin d'aller se soigner, mais les besoins sexuels sont des besoins ordinaires. D'accord. Donc, il y a une économie politique de la sexualité. Prenez notre population en âge de procréer ou d'avoir des rapports sexuels. Si dans 10 ans, 15 ans, on dit qu'on ne nous donne plus, ne nous subventionne plus les institutions internationales qui subventionnent actuellement, bilatéraux comme multilatéraux. S'ils n'ont plus les moyens pour subventionner les préservatifs et puis tous les autres moyens de contraception, c'est nos États qui vont... Donc il faut dévancer en prônant l'abstinence qui ne nous coûte rien, mais qui préserve des maladies sexuellement transmissibles et des autres conséquences. D'accord. Je viens vers vous. Si vous voulez prendre la parole, si vous pouvez signaler, mais je vais dire, est-ce que c'est pas aussi une question d'objectivité? Est-ce qu'on n'est pas réaliste à dire, on va pas aller sur un terrain dont on n'est pas sûr de gagner, mais au lieu, on va sur un autre terrain dont on est sûr, peut-être qu'on peut, lequel qui est gagnant? Je veux dire, est-ce que parfois, on a parlé d'économie politique, est-ce qu'on ne se dit pas aussi, c'est mieux de faire avec ce qu'on est sûr qu'on peut faire que de parler d'abstinence qui parfois n'est pas toujours la chose la mieux partagée? Les préservatifs, c'est pas sûr non plus. On a vu plein de gens aussi qui ont eu la grossesse en utilisant des préservatifs. Il y a des limites. Mais c'est quand même pas Il y a à grande des échelle. limites. C'est quand même pas à grande échelle. On n'a pas fait d'études. C'est ça. On n'a pas fait d'études pour savoir combien ils utilisent mal. On n'a pas fait d'études pour voir les échecs d'utilisation tant au niveau des adultes que chez les jeunes. Et le nombre de grossesses augmente parce qu'il y a de plus en plus de gens sexuellement, des jeunes scolaires sexuellement actifs, mais qui malgré qu'on fait toute la publicité sur la gratuité ou la disponibilité de ces moyens de protection, ils ne se protègent pas. Donc s'ils ne se protègent pas, peut-être que l'approche n'est pas adaptée. Donc le tout protection a montré ses limites parce que depuis 30 ans, on a focalisé tout le message sur comment se protéger pendant l'acte sexuel. Alors nous disons, élargissez à l'éducation sexuelle. Pour passer à l'acte sexuel, il y a des conditions. Il y a des prérequis, il y a des valeurs à respecter. C'est pas seulement avoir son préservatif et puis chercher qui est disponible parce que j'ai un préservatif en main. Il faut d'abord respecter toutes les conditions. C'est dans le mariage ou hors du mariage. C'est avec quelqu'un avec qui je suis sécurisé que s'il y a des conséquences, il va me prendre en charge ou pas. Donc c'est pourquoi on a dit, il faut encadrer. Il ne faut pas leur dire, allez-y, il y a des préservatifs, mais qui supportent les conséquences à Madame faire. Tombiano, vous voulez ajouter quelque chose, oui. Avec les activités que nous menons sur le terrain, les élèves même en parlent. Les grossesses non désirées, quand on les interroge, ils disent oui, on a utilisé des préservatifs. Pourtant, on a utilisé. C'est pas que, bon, il y a très peu qui n'en utilisent pas, mais beaucoup disent qu'elles ont eu à utiliser des préservatifs. D'accord. Et bon, malgré tout, il y a eu des grossesses non désirées et précoces. Vous voulez ajouter juste un mot
Je reviens à vous, mais peut-être avant, Madame Tombiano, vous voulez ajouter quelque chose sur la question? Oui, il faut se poser la question, pourquoi malgré le nombre de financements que l'État et ses partenaires mettent au profit des OSC, le nombre de grossesses ne fait qu'augmenter en milieu scolaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas aussi... Mais 10 années plus tôt, le problème n'était pas aussi criard. C'est ça. C'est parce que les actions se sont amplifiées en milieu scolaire que les grossesses aussi ont commencé le nombre de grossesses a commencé à augmenter. Et donc, il faut se poser les questions. Quel message apportent les associations en milieu scolaire? Qui dit quoi à qui? Est-ce qu'on segmente les cibles? Est-ce que les messages sont appropriés aux élèves? Il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir tirer. Mais peut-être que le CRIGEL pourrait y travailler, justement. Oui. Justement, on va en revenir, on va en parler, parce que vous n'êtes pas hermétiquement fermé à ces structures aussi qui prônent ces méthodes-là. Hein. Mais peut-être prendre un mot de Mme Higo avant d'avancer. C'est tellement intéressant, mais il y a la contrainte temps également qu'il faut prendre en compte. Allez-y. Je ne sais pas si mon micro marche. En fait, je reviens au niveau des scolaires. En fait, on parle, ce sont des enfants. Et comment est-ce que ces enfants... Ils couchent ensemble. Eux-mêmes, ils le disent. Moi, j'aime bien vraiment les fréquenter. Quand nous sortons pour nos sensibilisations, ils le disent. Les enfants même le disent. Ça se fait où? Dans les toilettes et, je sais pas, derrière les salles de classe. Est-ce qu'on a le temps vraiment? Ces enfants, ils ont vraiment le temps, le bon réflexe au bon moment. Est-ce qu'ils ont vraiment ce réflexe-là d'utiliser un préservatif? Je ne sais pas. Justement, docteur, dans ce sens aussi, vous voulez ajouter quelque chose, je viens, mais je vais juste arracher un mot à docteur. Il y a aussi des parents qui inculquent toutes ces valeurs-là et qui donnent tout ce qu'il y a comme conseil pour qu'on puisse aller vers l'abstinence. Mais à leur grand étonnement, ces enfants ne pratiquent pas. C'est pourquoi je dis que les enfants s'influencent. Quand dans une classe, un camarade demande à un autre, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Il dit non. Il dit, je vais t'arranger le coup. Et il va aller faire la cour à un camarade de classe. Contre-rétribution par celui à qui il a demandé. Parce qu'il se transforme en proxénète entre eux pour pousser les autres qui n'ont pas encore commencé à passer. Mais ce n'est pas que l'enfant en avait besoin, mais c'est ceux qui sont actifs qui poussent ceux qui ne sont pas actifs à passer à l'acte. Pendant ce temps... Comment on lutte contre ces causes? Moi, je pense qu'il faut un débat de société. Je répète, en faisant la revue de littérature sur Internet, sur la question de l'abstinence dans le monde, les États-Unis financent plus de 75 millions par an dans les écoles pour promouvoir l'abstinence. Les États-Unis, pas un autre État. Les États-Unis financent et les jeunes, ils disent il faut construire des relations amoureuses saines. Ils peuvent tomber amoureux les uns des autres, mais ils ne doivent pas aller précipitamment à l'acte sexuel. Ici, les enfants commencent par l'acte sexuel avant de se demander même s'ils s'aiment. Et c'est ça vraiment, on a inversé les choses. Donc, si les États, en tant qu'État, si nous pensons, nous asseyons, nous pensons au coût économique et même en termes d'échecs scolaires liés au comportement sexuel précoce des enfants, nous devons discuter entre parents d'actifs et de non-actifs. Si un parent fait tous les efforts pour éduquer son enfant à s'abstenir et l'enfant de l'autre est éduqué à passer à l'acte et vient convaincre l'autre de passer à l'acte et après il y a une grossesse, l'autre dit non, c'est pas mon enfant. Il y a un problème là. Donc, en tant que société, il faut que nous nous accordons sur qu'est-ce qu'il faut dire à nos enfants de tel âge à tel âge. De 5 ans jusqu'à 10 ans, de 10 ans jusqu'à 18 ans qui est l'âge de la majorité. Mais ce n'est pas une question de majorité, puisque si l'enfant reste chez ses parents, maintenant à cause des études, ils peuvent rester jusqu'à 22, 23 ou même. Pendant tout ce temps-là, s'ils ramènent un enfant, c'est les parents qui vont porter. Et en général, à cet âge-là, les parents sont presque à la retraite. Ils n'ont pas les moyens pour pouponner, se mettre à s'occuper d'enfants que leurs enfants vont ramener. C'est des débats de société et il faut simplement les poser, pas sous la pression. Parce que ceux qui parlent aujourd'hui de la démographie pour dire il faut là,
je ne suis pas sûre que chez eux c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que tous ces pays ont légalement un âge au premier rapport sexuel inscrit dans leur législation. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, tous ces pays-là ont un âge légal au premier rapport sexuel. Et généralement, cet âge-là, ça commence à partir de 15 ans en montant. Mais au Burkina, ici, les enfants sont en train de commencer à 8-9 ans. Et dans l'indifférence totale, on dit non, les enfants ne peuvent plus se résister. C'est un problème de responsabilité collective. Il faut qu'on parle et qu'on choisisse qu'est-ce qu'on veut comme éducation à donner à tous les enfants. Et puis que ça soit pas chaque parent fait ce qu'il veut avec son enfant. Et là aussi, il faut être sûr que ce qui va être dit à l'enfant, ça soit exclusivement ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres choses aussi viennent s'ajouter. Monsieur Oubda voulait ajouter quelque chose. Je m'en voudrais de ne pas prendre votre avis sur la question, parce que vous êtes la cible directe. Bon, j'aimerais ajouter les appareils téléphoniques. Et il y a des filles qui se focalisent sur les appareils téléphoniques. Ils sont en groupe. Il y a d'autres qui ont des iPhones, des Infinix. Toi, tu n'as rien. Faut pas te dire que mon ami a iPhone. Il faut que moi aussi je gagne iPhone. Tu sais pas comment elle a fait pour avoir iPhone. Si tu vois iPhone et puis tu te focalises avec ça, sur ça, et puis tu la poses des questions, tu as fait comment pour avoir ton iPhone? Elle me dit, j'ai un mec à côté, je sors avec lui, il me donne tout ce que je veux. Ce que tu ne gagnes pas là, tu vas avoir iPhone. Bon, moi j'ai des amis, et j'ai des amis actuellement, ils ont des enfants. D'accord. Voilà. Mais c'est que ma mère m'a éduqué depuis 6 ans. D'accord. Bon, d'autres disent que si tu es là, tu ne rentres pas avec les filles, tu tombes malade. C'est faux. C'est des idées reçues. C'est quasiment faux. D'accord. Voilà, moi je peux dire que c'est faux. D'accord. Voilà. Alors on va fermer ce chapitre-là. Il est tellement intéressant, mais il y a la contrainte temps aussi qu'il faut prendre en compte. Non, ce que je veux dire, Madame la docteur PCA, vous n'êtes pas hermétiquement fermé aussi à ces structures-là qui prônent l'utilisation de ces, n'est-ce pas, de ces contraceptifs. D'ailleurs, vous travaillez avec certaines structures qui prônent ce message-là. Donc même cible, mais différents messages. Comment se fait la collaboration? Non, comme on a dit, chaque structure a ses valeurs de référence. Nous avons choisi pour l'abstinence. Nous sommes dans une société où, je veux dire, les gens sont libres de mener leurs activités aussi. Donc, ce n'est pas à nous de jouer aux gendarmes pour dire, vous ne devez pas dire. Ils font ce qu'ils veulent faire. Et nous aussi, nous faisons ce que nous pensons être bon pour les enfants. Voilà. Donc, et là, on est en train de. Là, je suis en train de faire le tour de table pour les mots de fin, parce qu'on a un peu moins de 5 minutes avant la fin de l'émission. Déjà. Donc, Madame, ça passe tellement vite. Madame Tombiano, on va prendre votre mot qui sera à guise de mot de fin. Oui, nous répondons toujours présents à tous les cadres de concertation pour parler de la thématique de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, parce que nous avançons aussi nos idées qui peuvent aussi changer les lignes chez d'autres partenaires. Il ne faut pas rester cloisonné, mais il faut s'ouvrir aussi. Débattre pour pouvoir interpeller tout un chacun. Parce que nous parlons des enfants, nous parlons de nos enfants et nous parlons de notre avenir. Parce que nos enfants, c'est notre avenir. Et donc, nous interpellons partout où il le faut. Nous participons en tout cas au cadre de concertation et nous interpellons comme il le faut, sans pour autant rentrer dans la polémique. Et je vais ajouter quelque chose, ce que nous avons fait de très bien avec le MENA-PLN. Nous avons fait 2 plaidoyers qui ont abouti. Un plaidoyer pour l'intégration de la santé sexuelle et reproductive dans les curricula d'enseignement, et cela est effectif et expérimenté dans 6 régions du Burkina. Nous passons maintenant à la généralisation. Nous avons aussi fait le plaidoyer. Montrer, hein, oui, voilà. Ça va? Oui. Donc nous avons fait aussi le plaidoyer avec le MENA toujours pour l'harmonisation des interventions en milieu scolaire. Et désormais, un guide d'orientation et de coordination des actions de prévention de la sexualité précoce, de gestion des grossesses et des mariages d'enfants en milieu scolaire existe pour coordonner tout ce qui est fait en milieu scolaire. Donc voilà, nous travaillons avec les enfants, les parents, mais aussi au niveau institutionnel. Nous apportons notre appui au MENA pour pouvoir avancer les choses. Merci beaucoup, Madame Tombiano. Avec vous, moi, c'est un mot que je veux que vous adressez à tous ces jeunes qui sont de votre âge-là, qui nous suivent en ce moment. Monsieur Oubda, quel message avez-vous à leur donner? Bon, moi, je les invite à ne pas
courir derrière le sexe. Il faut s'abstenir jusqu'à l'âge. D'accord. Il faut s'abstenir jusqu'à l'âge. Si aujourd'hui... C'est possible même jusqu'au mariage. Oui. Si tu es enceinte d'une fille aujourd'hui, si ton père te cherche, tu ne sais pas où aller. Tu vas aller au marché. Bon, je peux dire qu'il y a des jeunes au grand marché ici qui ont enceinté des filles et puis leurs parents l'ont cherché. D'accord. C'est noté, et le message est passé. Avec vous, ce qu'on va faire, on va terminer, mais avec cette activité majeure que vous organisez pour la suite. C'est l'actualité en ce moment. Donc le camp qui est prévu. Nous avons 2 activités majeures pour les 2 prochains mois. Et nous faisons un camp éducatif qui aura lieu du 8 au 15 août à Bobo-Dioulasso au Césao. 8 au 15 août. Voilà, 8 au 15 août à Bobo-Dioulasso au Césao. C'est un camp filles. Cette année, nous n'allons pas pouvoir faire le camp garçon comme on l'a fait l'année dernière, mais nous allons organiser d'autres activités avec les garçons et nous allons communiquer là-dessus ultérieurement. Nous sommes chargés aussi de faire la sensibilisation sur les grossesses non désirées dans le plateau central, dans le cadre de l'organisation du 11 décembre. Ah, d'accord. Et donc, nous allons faire des activités contre les grossesses non désirées, que ce soit donc en direction des ouvriers, des filles qui sont en vacances, et de tous les agents de l'État qui vont y aller en mission pour la préparation. Attention, n'enceintez pas les filles, ça ne fait pas partie du programme du 11 décembre. Et nous allons vraiment tenir ce message jusqu'au 11 décembre, en partenariat avec les autres acteurs locaux. Et je voudrais vraiment ajouter que parler de l'abstinence, c'est parler de nos valeurs. D'accord. Nos sociétés, nous sommes dans une société où on a toujours enseigné aux jeunes à s'abstenir. Et la Convention sur les droits des enfants dit d'éduquer les enfants selon les valeurs morales, spirituelles et puis les valeurs sociales de leurs parents. On dit toujours que c'est les droits des enfants. Les droits des enfants ne disent pas de les laisser faire ce qu'ils veulent. Il faut regarder, c'est les droits de qui qu'on met de l'avant quand on dit de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent de leur sexualité. Il y a un âge où chacun peut avoir toute la liberté, mais tant que l'enfant est sous le toit de son papa et de sa maman, ils ont un droit de regard sur comment il gère sa sexualité. Il faut donc revaloriser le droit des parents à ce niveau. Peut-être pour ce camp-là, si des personnes éventuellement voudraient avoir de plus amples informations, on vous contacte comment? Oui, au 78 88 78 80 au 70 16 37 79 et au 76 95 45 40. Oui. D'accord, 76 95 45 40 70 16 37 79 et 78 88 78 80 si vous êtes désireux de prendre part à ce camp qui encore une fois de plus va se lancer dans le chantier de la bataille contre les grossesses précoces et à risque surtout en milieu scolaire. Et justement nous en avons parlé aujourd'hui avec le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, et pour mener le débat nous avions eu le privilège d'avoir avec nous Dr Milogo Sorgo Marie-Claire, présidente du conseil d'administration du CRIGED, et avec nous également Dr Sangaré Compaoré Nestorine, directrice exécutive du CRIGED, Madame Tombiano Ketura, chargée du programme également au niveau du CRIGED, était des nôtres, et Monsieur Oubda Abdoul Samad, président du club abstinence des élèves engagés pour une sexualité responsable du lycée provincial de Bassi, c'est au niveau des Ignares, et des invités également faisant partie du CRIGED, notamment M. Caboret Olivier, conseiller en développement local, tout comme Mme Igo Maria. Merci d'être venu répondre à nos différentes questions qui combien nous enrichissent. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce débat combien enrichissant. Et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine.